Alors bonjour à tous, je suis Kéliane Devanlay, je dirige l'agence Lecom spécialisée dans le conseil en marketing digital et dans le cadre de mon MBA, j'ai rédigé un petit article sur l'utilisation des nudges dans le marketing digital. Et j'ai l'honneur, pour compléter l'article, d'interviewer Alice. Donc Alice, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour, merci Kéliane. Je m'appelle Alice Debost, je suis consultante à la BVA Nudge Unit. Globalement, qu'est-ce que je fais? Je fais du nudge et des sciences comportementales. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Et j'interviens notamment sur les sujets de type environnement, santé, mobilité, mais également digital. Et c'est donc pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui avec. Exactement, exactement. Alors, du coup, tu avais dit, est-ce que tu pourrais commencer par présenter un petit peu, refaire un petit topo sur le nudge marketing, enfin le nudge du coup, et le nudge marketing un peu plus tard, mais le nudge vraiment en premier lieu et les sciences comportementales du coup. D'accord, très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les sciences comportementales, en fait, ça part du postulat que les hommes ne sont pas rationnels, qu'ils prennent des décisions irrationnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout un tas de facteurs qui vont venir influencer sur la prise de décision. Ça peut être le contexte, l'environnement, nos émotions, il y a tout un tas de facteurs. Et il y a les biais cognitifs qui vont avoir un impact sur justement ces prises de décision. Ces biais cognitifs, en fait, ils reviennent encore et ils sont systématiques. Ils sont systématiques et ils deviennent alors prévisibles. Et c'est sur ça qu'on va pouvoir agir. Comment? En créant des nudges, par exemple. J'explique en deux mots ce que c'est qu'un nudge. C'est vraiment créer un nouvel environnement de choix qui va favoriser à l'adoption du comportement souhaité, sans contrainte, en préservant la liberté individuelle pour aider les gens à atteindre leurs propres objectifs. Et c'est tout à fait le cas dans le nudge marketing. En l'occurrence, il y a beaucoup de marques qui utilisent le nudge pour augmenter les ventes. Mais derrière cela, quand on utilise le mot nudge, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une notion très importante éthique à conserver. Et donc, on se doute bien que dans le nudge marketing, c'est qu'il y a un bénéfice pour l'individu, ou bien pour la planète, ou bien pour le bien commun. Bon, après, je pense personnellement que le nudge marketing, la démarche, elle est plutôt au bénéfice pour l'entreprise directement, d'où l'idée de marketing derrière. C'est plus peut-être comment pousser un individu à acheter mon produit pour mon bénéfice et peut-être pas forcément pour le bénéfice de l'utilisateur. Ça, après, Alors oui, tout à fait, parce que de toute façon, on peut dire que le nudge existe depuis très longtemps, bien avant que le mot soit popularisé. Et on faisait déjà, si on veut, du nudge dans le marketing avant que le mot émerge. Mais finalement, quand même, en tout cas, c'est ma vision des choses. Pour moi, dans le nudge, il y a quand même une dimension éthique à préserver, oui, qui est la liberté et le fait que ce soit bon pour l'individu ou bien pour le bien commun. totalement d'accord. Ouais, ouais. Et du coup, comment en quelques mots, tu décrirais la mise en place d'une méthodologie nudge? Quels seraient les processus à mettre en place pour créer vraiment un nudge en partant un petit peu de zéro? Alors, la grande méthodologie, c'est bien sûr qu'on s'appuie sur les comportements et donc il faut avoir une problématique qui est comportementale. On ne peut pas avoir une problématique où on n'a pas un comportement précis que l'on souhaite voir adopté. Ok, Une fois qu'on a cette problématique comportementale, il va falloir faire un diagnostic pour savoir quels sont les freins et les leviers qui influent sur l'adoption du comportement souhaité. Et suite à ce diagnostic qu'on fait, on l'analyse à l'aune des sciences comportementales, en comprenant un peu les biais cognitifs et tous les facteurs d'influence qui rentrent en jeu. Et ensuite, on peut créer des solutions, des nudges, si on veut, adaptés pour justement favoriser l'adoption du comportement souhaité et au maximum freiner les barrières existantes et s'appuyer au maximum sur les leviers aussi existants. ok, ok, d'accord, trop chouette. Et du coup, tu pourrais nous donner un exemple concret de nudge que tu aurais mis en place dans ta carrière avec le digital en lien. Alors oui, je vais vous parler d'un projet qu'on a fait en 2018 pour le site web Inspire. Ok, En fait, un site web qui est destiné aux lycéens pour les aider dans leur choix d'orientation après le bac. d'accord. Ils ont un questionnaire à remplir et suite à ce questionnaire, ça les dirige vers différentes formations. Et l'intérêt de ce site, c'est qu'ils peuvent contacter des étudiants qui sont inscrits sur le site et qui peuvent du coup les aider, les informer par rapport aux différentes formations. Et on a vu du coup, et la problématique qu'on avait avec ce client, c'était vraiment d'essayer de favoriser le contact
entre les étudiants et les lycéens, parce qu'on se rendait compte que finalement, il n'y avait pas tellement de contact et donc le site parlait de son intérêt. Donc, on a fait évidemment un diagnostic comportemental. Pour cela, on a interrogé des lycéens, des étudiants, on les a fait naviguer sur le site. On a fait toute une phase amont. Et suite à cela, donc on a fait l'atelier et on a mis des nudges en place. Par exemple, un des nudges qu'on a créé, je vais vous en donner deux. Voilà, je vous en donne deux. Le premier, c'est que les lycéens n'avaient pas forcément confiance dans le site, ni les étudiants d'ailleurs. Finalement, on voyait un site, on ne savait pas trop qui était derrière, qu'est-ce qu'il pouvait apporter. Ce sentiment de manque de confiance, vous l'avez relevé après du coup l'étude, en laissant en gros les étudiants se balader sur le site, c'est ça? C'est ça. Okay. Le manque de confiance, on a analysé dans le diagnostic comportemental suite aux différentes réponses que nous avaient données les lycéens et les étudiants. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était ressorti. Et donc, on dit comment est-ce qu'on peut améliorer ça et changer la perception. Pour cela, on a c'est un site qui est labellisé par le ministère de l'Éducation. Ouais. Et pour cela, en première page, on a mis le tampon, le logo du ministère de l'Éducation nationale pour justement créer un climat de confiance des lycéens. C'est-à-dire que les lycéens, première impression qu'ils vont avoir, hop, ils arrivent sur le site, première chose qu'ils voient, c'est ce logo. C'est la grosse figure d'autorité, un petit peu, c'est la figure d'autorité par excellence, d'ailleurs. Tout à fait. C'est le biais du messager. Voilà, on sait qui est à l'origine de ça. C'est bon, on peut naviguer tranquillement. Donc ça, c'était vraiment un premier nudge. Et un deuxième, c'était que quand on arrive sur la page web, c'est qu'il y avait tout un gros descriptif pour décrire le site. Un descriptif de 15 lignes. Donc forcément, personne ne lit. Pas du tout envie. On va être soumis à notre biais de première impression. Et donc, ça ne va pas donner envie, on va vite refermer le site. Et ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a découpé ce gros bloc de texte en trois morceaux accompagnés de logos. Et donc, du coup, on a de la science parce qu'on voit directement les logos, ça donne envie. Et définir la science au cas où Comment ? Tu peux redéfinir la science, s'il te plaît? Ah oui, la science, c'est le fait d'attirer l'attention au bon moment et de faire ressortir un élément par rapport à son environnement. Nickel. Et donc voilà, mais surtout ce qui est important aussi au niveau du digital, hein, ça c'est un peu plus largement, c'est de bien comprendre le parcours utilisateur, que ce soit de la première recherche Google jusqu'au dernier comportement souhaité. Il faut travailler vraiment sur l'ensemble de ce parcours, l'ensemble de ces étapes pour que tout soit bien fluidifié, parce qu'on se rend compte que finalement, quand on regarde un peu plus attentivement, on arrive souvent à des blocages à certains paliers, et donc il faut absolument voir le parcours dans son ensemble. Et qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre, par exemple, comme blocage? Parce que du coup, ça, j'imagine que c'était les deux principaux sur la page d'accueil. Donc, en gros, le fait qu'il manquait une figure d'autorité et le fait que l'information était trop condensée, ce qui faisait peut-être fuir les gens. Et du coup, qu'est-ce qui après a pu être amélioré ou qu'est-ce qui pêchait sur le site? Alors, le site aussi, c'était alors il y a beaucoup de freins qu'on a identifiés. Un des freins, par exemple, auquel je pense, c'était que en fait, lorsqu'on tapait Inspire sur Google auparavant, mais en fait, on voyait bien qu'il y avait un site, mais il n'y avait pas de description. Ça paraît tout bête, mais en fait, quand il n'y a pas de description, on est un peu méfiant et on se dit, non, c'est pas forcément ça. Et donc ça, c'était vraiment un gros frein pour justement accéder au site. Et là, on leur a dit justement de mettre une rapide description avec quelques mots-clés, justement pour inciter les personnes, les utilisateurs à cliquer sur le site. Non, ça, c'est carrément une partie SEO qui n'avait pas été fait, référencement dans les moteurs de recherche. C'est ça qui a été fait. Ouais, ok. Et nickel. Et du coup, d'un point de vue un petit peu, peut-être pas dire philosophique, mais d'un point de vue un petit peu plus large, est-ce que tu penses, deux questions en une, est-ce que tu penses que le nudge a encore beaucoup d'avenir dans ces applications-là? Et est-ce que tu penses que c'est bon pour les individus réellement? Parce que si on prend par exemple le nudge pour la vente d'armes ou le nudge pour la vente d'alcool ou le nudge pour la vente de cigarettes, est-ce que tu penses vraiment que est-ce que tu penses que c'est moral, donc d'un point de vue éthique, de continuer à propager ces pratiques-là dans le marketing pour des industries qui sont pas forcément, qui œuvrent pas forcément pour le bien commun, disons? Alors, moi, je ne suis pas du tout favorable au nudge pour la vente d'armes ou la vente de cigarettes, par exemple. J'ai pris des gros exemples exprès. Oui. Je caricaturais. Alors, en plus, sachant que moi, mon domaine d'intervention, c'est plutôt l'environnement, la santé.
Donc, c'est pas tellement non plus le marketing, mais peu importe. En fait, tant que pour moi, il y a un bénéfice pour l'individu, même si c'est clair qu'il y a un bénéfice pour la marque, eh bien, c'est pas grave. On peut quand même faire du nudge. Il y a des grosses marques même des marques, par exemple, je pense à, imaginons, Caprice des Dieux, qui, pour augmenter sa vente de fromage, a utilisé une technique, c'était qu'elle a, sur sa bûche, découpé des petites portions. Mais ce qui fait que, du coup, les individus vont se rendre compte, ils ont prédécoupé des portions de fromage, ce qui fait que les individus vont se rendre compte de la quantité qu'ils vont ingérer. Donc ça, Ok. c'est un nudge pour moi, c'est un nudge marketing, mais c'est bénéfique aussi pour l'individu et pas non plus seulement pour la marque. Ouais, ok. Après, pour tout ce qui est, comme pour les exemples que tu as cités, pour moi, en tout cas, c'est impossible de faire du nudge là-dessus. Et en tout cas, pour ma part, je ne souhaite Ouais. pas. Je ne souhaite Tu pas. n'irais jamais travailler pour ce genre d'industrie, quoi. Non, non, non. Ok, bah, c'est cool, c'est cool. Et est-ce que tu aurais d'autres exemples un petit peu appliqués au marketing, pas forcément digital du coup, mais des pratiques que tu aurais vues dans ton quotidien ou sur lesquelles tu aurais travaillé ou des collègues à toi sur lesquels ils auraient travaillé? Est-ce que tu as des exemples un petit peu à nous transmettre? Alors, je réfléchis dans les exemples qu'on a fait, qu'on a le droit de. Et sinon, je Ouais. peux te donner des exemples connus ou tu préfères des exemples que nous on a fait parce que. Bah, que vous avez fait, c'est mieux. Sinon, ouais, des exemples, un petit peu des cas d'école. Sinon, Ben, un des nudges marketing connus que tu dois connaître, ça doit être Lay's avec les chips. Ils ont en fait inséré toutes les 10 chips, une chips rouge. ouais, ouais. Et en fait, du coup, voilà, ça va te créer de la science. Au bon moment, tu vas te rendre compte que tu as déjà mangé 10 chips et qu'il faut que tu t'arrêtes. Ça, c'est un des nudges aussi marketing connus. Après, pardon, je réfléchis parce que c'est vrai que sur les sujets marketing, on a pas mal de choses confidentielles. Ouais, ouais, j'imagine, j'imagine. Mais d'ailleurs, juste attends, pour revenir sur Lay's, est-ce, est-ce que tu sais qui a missionné cette démarche? Parce que je vois mal Lay's se dire, parce que c'est dans l'intérêt de Lay's que les gens mangent un maximum de chips. Du coup, là, ça vient freiner un petit peu la consommation de chips. Et du coup, est-ce que c'est une demande qui est venue de la boîte ou est-ce que c'est une entreprise tierce ou même l'État, je sais pas, une commission pour la santé qui a demandé ça? Alors, je ne sais pas qui a demandé ça, mais moi, j'y vois tout un intérêt à l'œil. C'est non pas évidemment pour le consommateur lui-même, mais en fait, c'est que les consommateurs, je pense, vont vouloir acheter ces chips-là parce qu'il y a la chips rouge. Et par conséquent, au lieu d'acheter une autre marque, ils vont justement aller créer de la fidélisation à Lay's parce que du coup, on va vouloir acheter ce paquet de chips-là plutôt qu'un autre. Ok, le paquet qui se démarque. Tout à Ok, fait. ok, d'accord. Tout à Ok. fait. Et du coup, j'imagine que ça devait être noté, enfin, ça devait être inscrit sur la boîte qu'il y avait une chips spéciale ou quelque chose comme ça. Il devait y avoir un Alors, paquet. certainement. Je me souviens plus du Ok, packaging, mais oui, certainement. ok, ouais. Ok, intéressant. Nickel pour cet exemple. Est-ce que tu en aurais un deuxième à nous transmettre avant de conclure ou... Oui, par exemple, prenons le cas de Converse. Pour augmenter leur vente de chaussures, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué sur l'ego et l'implication personnelle. En fait, l'utilisateur pouvait choisir tout d'abord le modèle de chaussures qu'il souhaitait. Et en plus, il pouvait personnaliser cette chaussure avec Hmm, des détails ou avec des couleurs. c'est comme sur Tesla. Je sais pas si tu vois. Comment? C'est comme sur Tesla. Je sais pas si tu vois sur le site, mais sur Tesla, tu peux un petit peu construire ta Tesla, tu vois, en ajoutant tes options, en ayant une vue 3D. C'est un petit peu pareil, non? C'est Donc, exactement pareil. Parce que du coup, tu te démarques, tu te dis, j'ai pas la même voiture ou les mêmes chaussures que mon voisin. Donc, ça joue sur ton ego. Et en plus, tu as un effet de possession. Parce que tu as participé au fait de créer justement ces chaussures-là. Et donc, tu t'es déjà engagé finalement. Et ça va doublement, du coup, t'impliquer. Et ça, c'est des choses qui sont assez connues aussi dans le domaine du marketing, ouais, la personnalisation, qu'on ouais, connaît c'est très bien et chouette. qu'on connaît bien. C'est très chouette. Et j'ai une petite question en fait qui me vient encore, ce serait, est-ce que tu aurais une petite, pas classification des biais cognitifs parce qu'il y en a plein, mais un petit peu une échelle, un classement un petit peu des biais les plus exploités, ceux qui produisent le plus de résultats en général, parce que tu as dit qu'il y avait une idée de prévisibilité enfin, tu vois, dans les biais, c'est qu'il y a un phénomène en général, du coup, il y aura tel type de biais qui vont pas être inhérents, parce qu'ils vont être inhérents à la situation. Et du coup, ça serait un petit peu, est-ce que tu aurais dans ta pratique remarqué en gros, quels sont les biais qui reviennent le plus et quels sont les biais sur lesquels il est le plus simple et avec les meilleurs résultats de travailler? Qui apporte les meilleurs résultats.
Alors, c'est vrai qu'il existe plus de 200 biais en fait à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'avec BVA, enfin, on a un outil nous qu'on utilise beaucoup qui sont les facteurs de changement. Où, D'accord? c'est un anagramme où chaque lettre représente un biais. Le F de facteur, c'est par exemple la facilité. Le Ok. A, c'est ancrage. Et en fait, du coup, on a 20 biais, si on peut dire, sur lesquels on essaie de s'appuyer au maximum. Et en fait, c'est un outil qui est assez bien fait parce que un facteur peut en regrouper finalement, peut regrouper plusieurs biais. Et Ouais. finalement, Ok. avec ça, on n'arrive pas à couvrir l'ensemble des biais. Il y a bien sûr des biais qu'on n'aura pas, mais c'est vrai qu'on arrive à avoir, rien qu'avec cet outil, à avoir pas mal de matière. Par exemple, on a le biais de la norme sociale. C'est un biais qui marche très bien, où du coup, parce qu'on sait qu'on est influencé par les personnes qui nous entourent, par les autres, et notamment quand ce sont des personnes proches. Et ce biais est souvent utilisé quand on présente, par exemple, le pourcentage de personnes qui ont acheté tel article. Ouais. Du coup, voilà, ça va nous inciter à acheter l'article. Ouais, c'est un petit peu l'histoire il me semblait que c'était un exemple ou un peu l'expérience qui avait été faite pour la norme sociale. Alors j'ai un doute, mais c'était pas un petit peu l'idée que entre un restaurant qui est blindé, enfin qui est bondé, et un restaurant où il y a deux personnes, on va choisir un restaurant qui est bondé parce qu'on se dit que c'est meilleur là-bas et que ouais, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ben là, c'est exactement un bon exemple pour montrer l'effet des individus et l'effet de groupe. C'est vrai que effectivement, comme tu l'as dit, quand il y a un restaurant, il n'y a personne, bah, ça veut dire quoi? Donc, on ne va pas y aller, quoi. Ok, bon bah C'est pour nickel. ça bah, que sur beaucoup de sites web, on retrouve bah, le nombre de personnes qui ont déjà acheté cet article, par exemple. C'est quelque chose qui est assez connu. Ça revient un peu à la preuve sociale également, non? C'est du coup, Oui, c'est près ça. du monde, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, tout à fait. Bah, nickel, Alice. Un petit mot pour conclure ou un petit quelque chose à rajouter? Non, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Bah, merci beaucoup, Kéliane, pour l'interview.